Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver sur Public Sénat. Vous allez pouvoir suivre ce matin l'audition de Nicole Belloubet, la toute nouvelle ministre de la Justice, était auditionnée hier au Sénat sur le projet de loi rétablissant la confiance dans l'action publique. C'est en fait le fameux texte de moralisation de la vie politique qui devait être porté, défendu par François Bayrou avant que celui-ci ne démissionne de ses fonctions la semaine dernière. Un premier grand oral donc pour la toute nouvelle garde des Sceaux qui, vous allez le voir, s'est illustrée par sa clarté, sa précision et sa connaissance du texte. Je remercie le gouvernement d'avoir fait le choix de déposer ce texte au Sénat en premier. Je m'autorise à penser que ce choix du gouvernement est sans doute dû au statut que notre Assemblée a acquis de chambre de réflexion. Nous avons d'ailleurs, s'agissant de la réflexion, une certaine antériorité pour tout ce qui concerne la déontologie et l'éthique, et sous l'impulsion du président Gérard Larcher, un travail collectif a été accompli qui a débouché sur l'adoption d'un certain nombre de règles dont on retrouve la trace dans les deux projets de loi qui nous sont soumis. Je rappelle les travaux de la commission des lois sur la prévention des conflits d'intérêts en 2011, conduite par messieurs Jean-Jacques Hyest, Alain Anziani, madame Nicole Borvo, Cohen-Seat, et messieurs Pierre-Yves Colomba, Yves Détraigne, ainsi que madame Escoffier et monsieur Jean-Pierre Vial. Je rappelle également les travaux de notre comité de déontologie parlementaire, présidé par François Pilek, que je salue. Auparavant, ce comité avait été présidé par Robert Badinter, puis par madame Catherine Tasca, que je salue également, ainsi que par mon prédécesseur, monsieur Jean-Jacques Hyest, jusqu'à sa nomination par le président du Sénat, comme vous, madame, comme membre du Conseil constitutionnel. Je rappelle aussi, bien sûr, les travaux du groupe de réflexion sur les méthodes de travail du Sénat, dont les rapporteurs étaient Roger Carucci et Alain Richard, également présents à cette audition, et puis, bien sûr, les travaux du groupe de travail sur la gouvernance du Sénat, animé par le questeur Jean-Léonce Dupont. Des instructions ont été prises par le bureau en 2015 à la suite de l'ensemble de ces travaux. Ils concernent à la fois le renforcement du rôle du comité de déontologie, la sanction du manque d'assiduité à nos travaux, les règles posées en matière d'indemnité représentative de frais de mandat. Madame la ministre, nous avons tous dans la poche gauche de notre veste, pour ceux qui en portent, et sinon dans leur sac à main, pour celles qui s'en sont dispensées, le document qui nous permet de savoir exactement ce que nous pouvons faire de l'indemnité représentative de frais de mandat. C'est dire si nous sommes naturellement sur toutes ces questions prêts à discuter encore des améliorations possibles, ayant déjà nous-mêmes fortement progressé sur la voie de la régulation et de la transparence. Nous avons également adopté des règles en ce qui concerne l'encadrement, la transparence de la réserve parlementaire, avec l'obligation de publicité, ainsi que l'exigence d'une égalité entre tous les parlementaires dans l'accès à ces crédits de l'État. Nous sommes chambre de réflexion. Nous serons de ce fait hostiles en général aux amendements de surenchère ou de démagogie ayant à cœur de faire des choix responsables quand il s'agit de progresser sur la voie d'une meilleure transparence et d'une meilleure régulation de la vie publique. Je voulais vous dire, et je sais que vous y serez sensible, Madame le garde des Sceaux, que le Sénat, c'est aussi l'héritier d'une longue tradition de défense de la Constitution, des libertés et des droits fondamentaux. C'est la raison pour laquelle nous veillons et nous veillerons particulièrement à ce que la loi n'apporte pas à ces droits et libertés des restrictions qui seraient disproportionnées aux fins d'intérêt général que la loi poursuit et ne porte pas atteinte à la séparation des pouvoirs, sans laquelle l'article 16 de la Déclaration
des droits de l'homme et du citoyen dit qu'il n'y a point de constitution. C'est dire que, s'agissant de propositions qui fleurissent en dehors de notre Assemblée sur l'immunité parlementaire, laquelle a été créée après le régime de la terreur pour éviter que les représentants de la nation souveraine puissent faire l'objet d'arrestations arbitraires, nous serons naturellement extrêmement vigilants, mais je sais bien que ce sera aussi votre cas et je le souhaite vivement. Il n'y a pas de place pour les lubies et les fantaisies dans un travail qui se doit d'être aussi sérieux et objectif que possible. Je voudrais vous dire que les points d'application de cette vigilance sur les garanties fondamentales porteront notamment sur la liberté de candidature, qui est un attribut de la citoyenneté en démocratie et que nous devons absolument préserver, sur la libre activité des partis politiques défendue par l'article 4 de la Constitution, sur la non-discrimination face à l'emploi en fonction des origines, et cela vaut naturellement pour les collaborateurs parlementaires, sur l'indépendance du Parlement représentant la nation souveraine par rapport aux autres pouvoirs, l'exécutif bien sûr, et accessoirement aussi la justice. Et puis, je veux vous dire aussi que le Sénat, dans l'examen de ces deux textes de loi que vous allez nous présenter, n'oubliera jamais qu'il représente les collectivités territoriales de la République. C'est la Constitution qui le dit. Il sera donc sensible à ce que les communes rurales de notre pays ne soient pas privées d'un accès utile à des crédits de l'État dans des conditions qui ne privilégient pas la majorité gouvernementale et le pouvoir discrétionnaire de l'exécutif. C'est une condition que nous veillerons à faire respecter dans l'examen des dispositions qui touchent à la réserve parlementaire dans le texte qui va nous être soumis. Et nous demandons par ailleurs, plus généralement, le respect pour les 600 000 élus de France, en rappelant que leur engagement dans la sphère publique, c'est pour eux le dernier refuge de l'engagement et du désintéressement dans une société de plus en plus marchande et consumériste. Parler de loi de moralisation comme on le fait trop souvent, et non seulement à certains égards stupide, une loi ne crée pas de morale philosophiquement, elle peut seulement en découler, mais c'est aussi injurieux pour tous ces Français dont il faut rappeler la probité, l'honnêteté et l'engagement au service des autres. Ce sont des Français comme les autres, ils doivent être traités comme les autres Français. Le rétablissement de la confiance, qui est maintenant le titre de votre texte, fait preuve lui aussi d'une prévention excessive à l'égard des élus, des Français, et ne doit en aucun cas justifier des mesures qui ne sont pas des mesures de confiance, mais des mesures de défiance. Moyennant toutes ces conditions que nous mettrons collectivement, parce que c'est l'exigence fondamentale du travail sénatorial à l'examen de ce texte, je dois dire, après avoir commencé mes auditions, et notamment celles des présidents de groupe du Sénat, que nous abordons l'examen de ce texte avec, j'allais dire, le terme est aujourd'hui à la mode, une grande bienveillance, Madame le garde des Sceaux, et je vous cède volontiers la parole pour cette présentation. Si vous le voulez bien, nous vous laissons vous exprimer autant que vous le souhaiterez, mais après votre intervention, mes collègues auront certainement à cœur de vous poser quelques questions. Monsieur le Président, ça fonctionne, oui. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, je suis effectivement très honorée de me retrouver aujourd'hui devant vous, et puis un peu émue, puisque comme vous avez eu la gentillesse de me le rappeler, la dernière fois que j'ai eu l'occasion de venir dans cette salle précisément, mais la table était en sens inverse. C'était à l'occasion de mon audition préalable à ma nomination au Conseil constitutionnel. Donc c'est avec beaucoup d'humilité et beaucoup d'intérêt et d'attention que je suis aujourd'hui devant vous, représentant ici le gouvernement. Monsieur le Président, vous avez rappelé l'ensemble des travaux qui ont été accomplis par le Parlement préalablement à la loi, aux lois qui vous sont aujourd'hui présentées.
Il faut préciser que le président de la République avait annoncé durant sa campagne électorale que le premier texte voté sous son quinquennat porterait sur la moralisation de la vie publique. Conformément à cet engagement, mon prédécesseur, M. François Bayrou, a préparé 2 projets de loi, organiques et ordinaires, qui ont été présentés au Conseil des ministres du 14 juin dernier et qui ont été déposés le même jour devant votre Assemblée, effectivement en raison de la qualité de chambre de réflexion, puisque c'est le terme que vous avez vous-même employé, du Sénat. J'ai l'honneur aujourd'hui de porter au nom du gouvernement cette réforme ambitieuse qui est destinée à rétablir la confiance dans l'action publique. La transparence, la probité des élus, l'exemplarité de leur comportement constituent une exigence sociale, politique et éthique qui est fondamentale et qui permet de renforcer la confiance des citoyens dans leurs gouvernants et dans tous ceux qui concourent à l'exercice de la fonction publique. Cette exigence, elle s'exprime dès 1789 dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et plus précisément dans son article 15, au terme duquel la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. Monsieur le Président, vous avez cité l'article 16, moi le 15. Nous allons bientôt ensemble pouvoir réciter en binôme l'intégralité de la Déclaration des droits. Donc beaucoup a été fait ces dernières années sur ces sujets-là. Plusieurs lois ont été votées. Je ne les rappelle pas, vous l'avez à l'instant, vous en avez à l'instant redit l'essentiel. Ces textes ont imposé des règles d'éthique et de transparence financière aux responsables publics à travers des mécanismes de contrôle et de publicité qui sont nouveaux. Le Parlement avait d'ailleurs déjà pris des actes dans ce domaine-là et dès 2009, vous l'avez rappelé également, le Sénat s'est doté d'un comité de déontologie parlementaire à l'initiative du président Larcher et je salue ici le président Pillet et monsieur Alain Richard qui en est vice-président, si je ne me trompe pas. Cependant, en dépit de la rigueur des élus, la confiance des citoyens, des élus dans leur très grande majorité, la confiance des citoyens dans leurs représentants a parfois été mise à mal ces dernières années. Évidemment, je ne citerai ici aucun exemple, et donc de nombreux progrès restent à accomplir pour restaurer la confiance entre les citoyens et leurs représentants. La réforme présentée par le gouvernement apporte, ou en tout cas veut apporter une réponse globale qui vise à proscrire définitivement certaines pratiques, mais aussi à renforcer l'exigence de transparence et le pluralisme de la vie politique qui figure dans notre Constitution. Comme l'a montré notre vie politique, non pas depuis des mois, mais depuis des années, nous avons en quelque sorte besoin d'un choc de confiance et d'une exigence éthique. Tout en édictant de nouvelles règles en matière de probité et d'exemplarité pour les élus et les responsables politiques, qui répondent à un objectif d'intérêt général reconnu et qualifié comme tel par le Conseil constitutionnel, notamment dans des décisions de 2013, cette réforme se veut également respectueuse de la séparation des pouvoirs et des grands équilibres institutionnels, notamment autour de la question de l'autonomie des assemblées. Donc je vais simplement aujourd'hui me limiter à une présentation très générale des grands axes de ces 2 lois que j'articulerai, si vous me le permettez, autour de 3 thématiques qui sont tout d'abord l'exercice du mandat parlementaire, le renforcement des règles de probité des acteurs politiques et puis un dernier point sur le financement de la vie politique. 3 points qui structurent finalement le contenu de cette loi organique et de la loi ordinaire. La réforme concerne tout d'abord l'exercice du mandat parlementaire. C'est la première valence de cette réforme. L'exercice des fonctions parlementaires implique une exigence renforcée de la probité des élus. Parce qu'ils représentent le peuple, parce qu'ils incarnent la souveraineté nationale, les parlementaires ne peuvent se prêter à des comportements inacceptables, ni être le jeu de différents lobbies.
chacun de vous, j'en suis certain, en est absolument convaincu, et c'est finalement ce que veut traduire ce texte. Les mesures qui leur sont applicables sont donc au cœur de ces deux projets de loi. Elles ont été conçues, j'insiste sur ce point-là, mais nous pourrons bien entendu en discuter ensemble tout à l'heure. Ces mesures ont été conçues dans le respect de la séparation des pouvoirs et le principe de l'autonomie des assemblées qui en découle. Un renvoi au règlement des assemblées pour la mise en œuvre de ces dispositions est ainsi prévu chaque fois que cela est nécessaire, dans la limite du champ de compétences qui est défini par le Conseil constitutionnel, à savoir l'organisation ou le fonctionnement des assemblées, la procédure législative et le contrôle de l'action du gouvernement. En outre, chaque fois que cela se justifiait, les mesures applicables aux parlementaires nationaux ont été étendues aux représentants français au Parlement européen. Alors, 4 points sont concernés dans ce chapitre relatif à l'exercice du mandat parlementaire. Il y a tout d'abord de nouveaux cas d'inéligibilité et d'incompatibilité, puis la prévention des conflits d'intérêts, la question de l'IRFM, et j'ai vu avec intérêt le petit livre vert et non pas rouge que vous portez dans votre poche, et enfin la question de la réserve parlementaire. Alors, en premier lieu, les nouveaux cas d'inéligibilité et d'incompatibilité. Tout d'abord, donc, les parlementaires qui ne justifient pas avoir satisfait à leurs obligations fiscales ne pourront plus rester en fonction. Saisi par le bureau de l'Assemblée, le Conseil constitutionnel pourra prononcer la définition d'office du parlementaire. En second lieu, les incompatibilités relatives à l'activité de conseil sont renforcées et étendues. À l'heure actuelle, seule existe l'impossibilité pour un parlementaire de commencer pendant son mandat une activité de conseil. Cette interdiction ne s'applique d'ailleurs pas aux professions libérales réglementées comme celle d'avocat. Dans le texte qui vous est soumis, et parce que cette disposition existante est apparue comme insuffisante en raison des risques de conflit d'intérêts, ce dispositif est complété selon 3 axes. Un parlementaire ne pourra commencer, c'est le premier axe, à exercer ses activités pendant son mandat et il devra cesser celles débutées dans les 12 mois qui précèdent le début de son mandat. La dérogation qui s'applique pour les professions réglementées est désormais supprimée. Deuxième axe, les fonctions de direction exercées dans une société de conseil sont prises en compte. Et le troisième axe, le contrôle par un parlementaire d'une société de conseil est également visé. Un parlementaire qui détient une société de conseil, des participations, peut en effet être influencé par les intérêts de ses clients, comme s'il en était le dirigeant. Le code électoral ne prévoit rien et le projet de loi définit donc des cas d'incompatibilité lorsqu'un parlementaire détient le contrôle d'une société de conseil, lorsqu'il acquiert ce contrôle au cours de son mandat ou peu avant son élection. Le dispositif qui est proposé par le gouvernement en matière d'encadrement des activités de conseil assure, me semble-t-il, une conciliation entre les objectifs d'intérêt général qui sont poursuivis, tels que l'indépendance des élus ou la prévention des risques de conflit d'intérêts, et d'autres droits et libertés constitutionnellement garantis, en particulier la liberté d'entreprendre, qui est reconnue aux parlementaires comme à tout citoyen, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président. Il me semble que les dispositions prévues devraient permettre d'éviter les écueils constitutionnels qui avaient été relevés par le Conseil constitutionnel dans sa décision de 2013 en raison d'une disposition qui alors nous était apparue trop générale. Ces nouvelles règles sont complétées, c'est le second point de cet exercice de l'activité parlementaire, ces nouvelles règles sont complétées par des dispositions qui renforcent la prévention des conflits d'intérêts. Le choix assumé du gouvernement est de retenir une définition de la notion de conflit d'intérêts qui est moins englobante que celle qui figure dans les lois de 2013. Et de 2016 d'ailleurs, lois qui ont été précédemment rappelées. Ce choix est en effet justifié par le souci de ne pas mettre les parlementaires qui exercent d'autres responsabilités, notamment électives, et qui les conduisent à assumer un autre intérêt public,
notamment un intérêt local, donc à ne pas mettre ces parlementaires dans l'impossibilité de participer aux travaux du Parlement. Et donc, l'idée serait d'avoir une définition moins englobante de cette notion de conflit d'intérêts. Il reviendra à chaque Assemblée de préciser dans son règlement les règles internes de prévention et de traitement de ces situations de conflit d'intérêts. Troisième point, dans un souci de transparence qui concerne les frais engagés par les parlementaires dans l'exercice de leur mandat, l'indemnité représentative des frais de mandat, donc l'IRFM, sera remplacée par un remboursement au réel de ces frais sur présentation de justificatifs. Le Conseil constitutionnel a considéré, dans une décision de 2015, que cette indemnité représentative des frais de mandat n'est pas une composante de l'indemnité parlementaire, dont le montant est fixé par la loi organique en vertu de l'article 25 de la Constitution. Dès lors, il appartiendra à chaque Assemblée de définir dans son règlement les modalités de remboursement et de fixer un plafond à ces remboursements. Enfin, et c'est le dernier point de ce chapitre sur l'exercice du mandat, la suppression de la pratique de la réserve parlementaire. Vous y avez fait également allusion, Monsieur le Président. La suppression de la pratique de la réserve parlementaire est prévue par une disposition spécifique dans le projet de loi organique, plutôt que dans la LOLF. Le gouvernement s'est rangé d'ailleurs sur ce point à l'avis du Conseil d'État, puisque ce dernier soulignait la difficulté d'interdire dans le texte relatif aux lois de finances une pratique qui est originellement contraire à l'article 40 de la Constitution. Donc voilà le premier chapitre en quelque sorte de la réforme apportée par ces deux textes et il concerne l'exercice du mandat parlementaire. Je vous ai annoncé un deuxième chapitre qui concerne cette fois-ci le renforcement des règles de probité des acteurs politiques. La probité des représentants et l'exemplarité de leur comportement constituent à l'évidence des exigences démocratiques fondamentales. De ce point de vue, les obligations de transparence à l'égard du président de la République sont renforcées. Chaque citoyen pourra juger de l'évolution de son patrimoine entre le début et la fin de son mandat, au regard d'un avis qui sera publié par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans des délais sur lesquels nous aurons peut-être l'occasion de revenir pendant le débat si vous le souhaitez. Le projet de loi étend également, et par ailleurs, sauf décision spécialement motivée, l'obligation pour les juridictions répressives de prononcer la peine complémentaire d'inéligibilité pour tout crime, ainsi que pour toute série d'infractions à la probité. Sont ici mentionnés dans la loi la concussion, la corruption, le trafic d'influence, la prise illégale d'intérêts, favoritisme, détournement de fonds publics, recel et blanchiment du produit de ces deux délits, faux en écriture publique, fraude électorale, fraude fiscale, déclaration mensongère à la HATVP. Bien, il y a beaucoup de choses là. La liste des infractions. Chaque parlementaire n'est pas obligé de cocher toutes les cases à la fois, je le précise ici. La liste des infractions, les membres du gouvernement non plus, absolument. La liste des infractions concernées par cette peine, tout comme le mécanisme retenu pour son prononcé, permettent de s'assurer du principe de nécessité des peines qui, vous le savez, découle de l'article 8 de la Déclaration de 1789. Le principe d'individualisation des peines qui en découle est également respecté, la peine ne pouvant être appliquée que si le juge l'a expressément prononcée en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce. Ces dispositions sont de nature à renforcer l'exigence de probité des candidats aux élections politiques en écartant des fonctions électives les personnes qui, par les infractions qu'elles ont commises, ont démontré ne plus remplir les conditions qui sont essentielles pour l'exercice d'un mandat électif. Enfin, il sera désormais interdit au président de la République, aux membres du gouvernement
aux parlementaires et aux titulaires de fonctions exécutives locales d'employer les membres de leur famille proche comme collaborateurs. Cette interdiction était déjà prévue s'agissant des collaborateurs du président de la République et des membres du gouvernement par un décret du 14 juin 2017, conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel relative à la séparation des pouvoirs. Donc voilà l'ensemble des dispositions qui concernent le renforcement des règles relatives à la probité des acteurs politiques. Il va de soi que, comme le président Bas, et pour avoir été élu local, je suis absolument consciente de ce que la quasi-totalité des acteurs de la vie publique sont d'une probité absolument exemplaire. Enfin, oui, je crois, je le maintiens. Nous en discuterons. Mes chers collègues, je vous remercie de cette manifestation de sympathie, mais nous écoutons Madame la Ministre. Je n'en ai plus pour très longtemps. Enfin, la réforme conduit également à une réforme, le texte conduit également à une réforme importante des règles de financement de la vie politique. Les partis politiques dépendent très largement du financement public. Cependant, les règles qui s'appliquent à eux n'offrent pas toutes les garanties contre les abus ou les dérives. Ces règles apparaissent par ailleurs pas nécessairement favorables au renouvellement de la vie politique et au pluralisme. Il est donc proposé de renforcer le contrôle des comptes des partis politiques et des campagnes électorales, dans le respect des dispositions de l'article 4 de la Constitution, qui, vous le savez, précise que les partis et groupements politiques forment et exercent leur activité librement. Le mandataire financier du parti recueillera l'ensemble des ressources reçues par ce dernier, et non plus seulement les dons, comme c'est le cas actuellement. Les partis politiques devront donc tenir une comptabilité selon un règlement établi par l'autorité des normes comptables. Cette comptabilité devra inclure les comptes de toutes les organisations territoriales du parti ou groupement afin de permettre à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de disposer d'un périmètre de contrôle consolidé. Le financement des partis et des campagnes électorales sera mieux encadré quant aux prêts des personnes physiques, afin d'éviter les dons déguisés. Une interdiction des prêts des personnes morales, y compris de droit étranger, à l'exception des partis et des établissements de crédit européens, est également posée dans le texte. En contrepartie, l'accès au financement par les candidats et les partis politiques sera amélioré grâce à la création d'un médiateur du crédit, ce qui est une disposition nouvelle. Enfin, le gouvernement souhaite la création d'une structure pérenne de financement, la Banque de la démocratie, afin de pallier les carences du financement bancaire privé. Une habilitation par ordonnance sera donc déposée sur ce point. Cette banque pourra se constituer sous la forme juridique d'un établissement doté de la personnalité morale, être adossée à un établissement de crédit existant ou prendre la forme d'un mécanisme de financement spécifique sous la forme, par exemple, d'un fonds de garantie. Ce sont des points que nous pourrons évoquer. Une mission va d'ailleurs être confiée à l'Inspection générale de l'administration et à l'Inspection générale des finances pour étudier les conditions de mise en place de cette structure. Voilà, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, l'ensemble des dispositions que le gouvernement soumet à votre examen. Ces dispositions, nous estimons qu'elles servent la démocratie en lui apportant un surcroît de transparence et de justice. Elles sont à la fois ambitieuses et équilibrées. Ambitieuses parce qu'elles s'attaquent aux vrais problèmes, équilibrées parce qu'il ne s'agit pas seulement de poser des interdits, mais aussi de consolider le pluralisme politique dans notre pays, la transparence de la vie démocratique et la confiance des citoyens. Ces mesures seront complétées par un projet de loi constitutionnelle.
Il pourrait être présenté à l'automne, ce projet de loi constitutionnelle, mais les grandes lignes en ont déjà été arrêtées par le président de la République et le Premier ministre pour assurer la confiance nécessaire à l'exercice de notre vie publique. Ces grandes lignes seraient les suivantes: limitation à 3 du nombre de mandats consécutifs des parlementaires et des exécutifs locaux, sauf pour les petites communes. Interdiction du cumul entre les fonctions gouvernementales et celles d'un exécutif local. Suppression de la Cour de justice de la République, là aussi pour établir la confiance dans l'action publique. Fin de la présence des membres à vie au sein du Conseil constitutionnel. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, je voudrais, pour terminer en 2 mots, souligner tout à la fois l'ambition et la fermeté des intentions du gouvernement sur les principes que je viens d'exposer devant vous. Rappeler sa vigilance sur le principe constitutionnel de séparation des pouvoirs et vous assurer enfin de mon écoute très attentive à toutes vos observations et réactions par rapport à ce texte et aux propos que je viens de tenir devant vous. Monsieur le Président, je vous remercie. Merci, Madame le garde des Sceaux, de cet exposé très précis du contenu de ces 2 textes qui nous sont soumis et nous aurons à délibérer et que nous veillerons d'ailleurs à amender, comme c'est notre tradition. Je vous propose de prendre les questions de mes collègues par groupe de 3, de sorte que vous puissiez non pas répondre à chaque fois, mais faire masse de vos réponses. Et je vais d'abord donner la parole à Monsieur Alain Vasselle. Merci, Monsieur le Président. 2 questions à Madame la garde des Sceaux. La première, j'avais lu, comme beaucoup de nos collègues, certainement dans la presse, qu'à l'origine, en ce qui concerne l'IRFM, le président de la République et M. Bayrou en particulier avaient imaginé la fusion des 2 indemnités parlementaires, c'est-à-dire celle de l'IRFM et celle que nous percevons, et de la fiscaliser. Je vois que le gouvernement s'engage dans une autre voie. Est-ce que cette autre voie est la voie définitive ou est-ce que la voie initiale est une voie que le gouvernement est prêt encore à nouveau à examiner? Je le dis d'autant plus que j'avais moi-même pris l'initiative de sensibiliser il y a maintenant 3 ans le président du Sénat en lui faisant à titre personnel cette suggestion. Et il m'avait fait état à l'époque qu'il fallait revoir certainement une ordonnance assez ancienne qui date de 1950 pour procéder à une telle modification. Alors est-ce que cette modification qui est nécessaire pour que ceci devienne une mesure concrète? Et enfin, on pourrait imaginer que comme les journalistes bénéficient d'un statut particulier d'abattement forfaitaire fiscal, que les parlementaires puissent bénéficier d'un alignement de cet abattement forfaitaire pour ce qui concerne les frais dans l'exercice de leurs fonctions. Et enfin, ma deuxième et dernière question, qui sera beaucoup plus rapide, en ce qui concerne les mandats consécutifs, vous avez fait état d'une exemption de cette disposition pour les petites communes. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus en ce qui concerne le seuil qui s'appliquerait? Oui, au sénateur Vasselle sur la question de la fusion des 2 indemnités, c'est-à-dire sur d'autres solutions qui auraient pu être trouvées. Bon, on a ici une proposition qui a été réfléchie et qui nous semble intéressante, avec l'idée évidemment que tout ce qui toucherait au remboursement des frais réels ne serait pas fiscalisé, si vous voulez. Donc c'est vraiment, bah oui, c'est la moindre des choses. Non mais ah, vous voulez qu'on fasse les 2, c'est ça? Non, mais vous avez vous-même, vous parliez donc d'une fusion et d'une réflexion autour de la fiscalisation. Bon, on n'est pas parti dans cette idée-là, on est parti sur l'idée que les frais réels sortaient de cette question de la fiscalisation, enfin sortaient de cette question de l'indemnisation et étaient remboursés comme cela se fait dans d'autres situations. Alors, j'ai bien conscience de la complexité que cela peut engendrer en termes de charges et de... bon, c'est un mécanisme qui
répond à une logique. Et il me semble que de ce point de vue-là, les assemblées peuvent réfléchir à la manière dont cela peut être mis en œuvre. De manière un peu plus générale, si vous le voulez bien, j'aimerais que nous puissions, parce que nous sommes vraiment, Madame le garde des Sceaux, extrêmement nombreux aujourd'hui, écouter les réponses du ministre avec beaucoup d'attention, car les questions qui ont été posées sont extrêmement intéressantes et nous avons besoin de connaître la position du gouvernement sans qu'il y ait trop de brouhaha. Oui, donc je reprends sur la question de l'IRFM. Le mécanisme qui est proposé dans la loi a sa propre logique. Encore une fois, on peut trouver que c'est complexe, mais il répond à une logique de prise en charge des frais réels et de remboursement. C'est un travail qui ensuite devra être mis en œuvre au sein de chaque assemblée. De manière un petit peu plus large, et si vous me permettez d'élargir ce sujet, cela touche à la question de la rémunération des parlementaires. Et cette question-là de la rémunération des parlementaires, moi, il me semble que c'est une question qui est ouverte. C'est-à-dire que il me semble qu'on pourrait effectivement prendre un petit peu de hauteur et à partir de ce texte avoir une réflexion un peu élargie sur la question de la rémunération des parlementaires. Je suis là-dessus très ouverte et très attentive à ce qui pourrait être proposé, même si cela ne trouve pas sa trace dans le texte de manière immédiate. S'il vous plaît, mes chers collègues. Sur la question qui a été ensuite posée des mandats et de l'exception qui serait faite à l'égard des petites communes, il m'est difficile de vous répondre à ce stade, dans la mesure où il n'y a pas d'arbitrage qui a encore été fait sur ce projet de loi constitutionnelle. Et donc, c'est pour moi assez difficile de vous répondre. Peut-être autour de 3500 habitants, c'est un seuil qui pourrait être imaginé. Mais franchement, c'est moi qui vous réponds, là, monsieur le sénateur. Je n'ai aucune certitude sur ce que je suis en train de vous dire. En tout cas, il y aura forcément des précisions qui seront apportées sur ce sujet-là. Monsieur Alain Richard. Il marche, voilà. Pardon. Quelques demandes de précision ou suggestions de réflexion à propos de plusieurs dispositions de ces deux projets de loi. D'abord, on n'en a pas reparlé, l'attestation fiscale. La rédaction qui figure aujourd'hui dans le projet de loi demande donc au service des impôts, qui sont un service administratif sous la responsabilité de l'exécutif, comme le faisait remarquer notre président rapporteur lors de la première audition, d'attester à un moment donné, qui est celui du dépôt de candidature, ou celui de l'élection d'ailleurs, que la personne élue a rempli ses obligations. Donc ceci, faute d'un complément à la phrase, crée une incertitude. Sont-ce les obligations qui résultent de sa dernière déclaration, fut-elle incomplète, ou l'administration serait-elle mandatée à ce moment-là pour faire état de doutes ou de demandes complémentaires que lui inspireraient les dernières déclarations et par conséquent de faire état d'un contentieux naissant ou d'un contentieux en cours. Il me semble à première lecture, après ces premiers échanges, qu'il faut compléter la phrase. Et que la seule chose qui est justifiée dans le souci de la transparence et qui est réalisable sans complications, sans incertitude exagérée, est que l'administration atteste qu'en l'état de ces déclarations, alors s'il ne les a pas déposées, là, c'est encore plus simple de faire le refus d'attestation, mais en l'état des déclarations faites par l'intéressé, il a acquitté les obligations, c'est-à-dire payé ce qui est la conséquence de ce qu'il a déclaré. Deuxièmement, en ce qui concerne les activités de conseil.
le gouvernement, si j'ose dire, dans son projet de loi, recycle une liste d'intérêts qui a été faite dans un objectif dans le code électoral qui est assez voisin, qui n'est pas le même, qui est la liste des sociétés ou des entreprises dans lesquelles un parlementaire ne doit pas avoir de fonction de direction. Et donc on dit les entreprises qu'un parlementaire ne peut pas conseiller, s'il a une société de conseil antérieure, c'est la même liste. Bon. Probablement que ça ne tombe pas mal, encore que j'ai besoin d'être au clair sur le fait que ce qu'on appelle une société au sens de l'article LO 146.2, si on me rappelle bien, une société faisant appel publiquement à l'épargne, en français de base, ça veut dire une société cotée. Je suppose que c'est bien ça. Donc il me semble que les risques de conflit d'intérêts d'un parlementaire ayant une activité substantielle, si c'est une activité occasionnelle, peu importe, mais une activité substantielle de conseil en direction d'entreprise peut ne pas cadrer avec cette liste antérieure. Quelqu'un qui fait beaucoup de conseils pour développer et accompagner des start-up qui peuvent devenir des sociétés très importantes tout en étant de mon côté, n'entrerait pas dans cette définition du conflit d'intérêts. Et donc la question sur laquelle je m'interroge, c'est au fond, au regard du degré de détail qui nous est imposé dans nos déclarations d'intérêt actuelles quant à des rapports tout à fait occasionnels avec telle ou telle entreprise, par exemple à l'occasion d'un déjeuner. Est-ce qu'il ne serait pas possible, est-ce qu'il vous paraît compatible avec le principe de la liberté d'entreprendre pour un parlementaire, que lorsque le chiffre d'affaires réalisé par un parlementaire avec une entité économique quelconque dépasse une somme donnée, cette somme doive figurer dans sa déclaration d'intérêt? Il me semble que ce serait un mode de prévention qui serait plus complet. Troisièmement, votre prédécesseur François Bayrou a déclaré depuis la chancellerie, et ai-je compris au nom du gouvernement, le 1er juin, que la suppression de la réserve parlementaire serait relayée, je vais le citer, par la création d'un fonds d'action pour les territoires ruraux, qui est une idée éminemment sympathique. Je comprends à la lecture du projet de loi que ce n'est pas dans ce projet que figure la création ou l'insertion dans la loi de finances de ce fonds d'action pour les territoires ruraux. Mais les défenseurs des territoires ruraux, qui sont quelques-uns dans cette Assemblée, vont tout de même être attentifs. D'abord, il y a un petit sujet constitutionnel, au fait, puisqu'aujourd'hui, dans la réserve et dans son usage, il n'y avait pas de limite de population. Bon, peu importe. Mais est-ce qu'il entre bien dans les intentions du gouvernement, de tout le gouvernement, de maintenir au bénéfice des collectivités territoriales les 140 et quelques millions d'euros de crédits, pour l'essentiel d'investissement, qui sont aujourd'hui distribués suivant un mode qui est critiqué? Donc, en particulier dans cette Assemblée, puisqu'on a eu l'honneur d'être saisi en premier, je pense que nous serons quelques-uns à imaginer des propositions qui pourraient être faites au gouvernement. Et d'ailleurs, il y a un petit débat pour savoir si le maintien de cette somme, qui est une pratique, peut faire l'objet d'un amendement parlementaire non contraire à l'article 40 de la Constitution. Mais il me semble que cette déclaration du précédent garde devrait quand même inspirer le gouvernement. Enfin, dernier point, puisque vous avez eu la délicatesse d'indiquer qu'au passage du débat sur l'indemnité représentative de frais devait être approché le sujet du niveau de rémunération des parlementaires, là, il me semble qu'il n'y a pas débat. Si cette réflexion aboutit,
ça ne peut être que sur la proposition du gouvernement, puisque évidemment un amendement parlementaire qui oserait toucher à ce sujet serait la création d'une charge publique. Merci, cher collègue. Monsieur Roger Carucci. Oui, Madame la Ministre, d'abord une observation, puis une ou deux questions rapides. L'observation, c'est que, même si je comprends bien l'esprit général des textes, et si, sur un certain nombre de sujets, nous allons les partager et avancer ensemble, je regrette, je le dis clairement, que ce soit le premier texte symbolique du gouvernement. Il y aurait eu un texte sur l'activité parlementaire, les rapports exécutifs législatifs. Qu'est-ce qu'être élu en France? Qu'est-ce que c'est que l'engagement public en France? J'aurais compris qu'à l'intérieur, il y a un certain nombre de contraintes, de contrôles. Mais je dois dire que deux textes de loi qui ne sont en réalité que deux textes de contrôle et de contrainte, ça donne dans l'opinion publique le sentiment que, par définition, c'était absolument nécessaire parce que les élus ne sont ni moraux, ni des gens fréquentables tant qu'on ne les a pas mis sous contrôle. Et je le dis parce que j'ai été sous le gouvernement Fillon en charge des relations avec le Parlement et je sais la fragilité de ce qu'est l'activité parlementaire, quel que soit le groupe politique auquel on appartient. Et c'est un peu difficile de se dire, voilà, on commence par ça, alors qu'un texte global avec les mêmes éléments aurait été beaucoup plus facile à faire accepter et de donner le sentiment que l'engagement public, ça nécessite des contraintes, mais c'est aussi quelque chose de tellement rare et formidable que ça doit être aussi évalué en positif. Ensuite, Madame, j'entends bien la dernière observation de mon excellent collègue Alain Richard, dont la modération est connue sur la planète parlementaire, mais je dois dire, non, si, mais je dois dire que quand vous dites, Madame la garde des Sceaux, et je vous en remercie infiniment, que vous considérez que le débat sur le niveau du traitement d'un parlementaire est ouvert, franchement, non. Il n'est pas ouvert. L'opinion publique, l'air du temps sont tels que, imaginez, j'ai des souvenirs de notre ô combien ex-collègue député Henri Guénaud faisant des commentaires sur son traitement, je me souviens de ce qu'il a pris sur la figure. Il faut dire qu'il était assez maladroit. Je veux bien le reconnaître. Mais bon, je pense que le débat n'est pas ouvert là-dessus. Sur l'IRFM, un mot, je crois que on rentre dans un système extraordinairement compliqué. Moi, je garde mes factures, bon, même si je fais tout ce que je peux pour les contrôler et tout moi-même, mais au Parlement britannique, de mémoire, il y a 70 à 80 personnes affectées strictement au contrôle des factures des députés. 70 à 80 personnes. Est-ce qu'on envisage au Sénat ou à l'Assemblée un recrutement? Parce qu'il va bien falloir, si on dit que c'est sur facture, il faut bien que quelqu'un les contrôle et les assume. Donc, est-ce que ça veut dire que les assemblées vont devoir mettre en place un système aussi lourd? Ou bien est-ce que vous imaginez un système de transmission de factures et de contrôle aléatoire? Ça reviendra au règlement des assemblées, mais sinon, c'est une vraie charge supplémentaire pour le Parlement. Enfin, Madame, moi j'ai une vraie interrogation. Ce n'est pas le débat du jour, mais vous l'avez abordé, c'est pour ça que je me permets de le dire, sur la révision constitutionnelle qui nécessitera pour le gouvernement d'avoir une majorité des 3/5 et ayant porté la réforme de 2008 qui est passée d'une voix, je peux dire que les 3/5, ce n'est pas un cadeau tous les jours à faire. Hein. Mais quand vous dites, sauf pour les toutes petites communes, on va dire 3 mandats successifs et pas plus, et de manière rétroactive. Madame la garde des Sceaux, vous savez bien, vous avez été élue. Quand vous dites à un maire aujourd'hui, un maire d'une commune de 20 000, de 30 000, de 50 000 habitants, tu es au bout de ton 3e mandat, tu ne pourras pas te représenter début 2020. Le type dit, je viens de lancer là des projets sur 5 ans, 7 ans, des politiques nouvelles et tout, et vous me dites, comme ça,
en 2 ans, au revoir. Même quand on a fait le cumul des mandats interdits pour les parlementaires, on l'a fait 4 ans avant le choix. Est-ce que vous ne croyez pas que, même si on reste sur le principe des 3 mandats, il faut trouver au moins une solution pour que ça ne tombe pas comme un coup près dès mars 2020, ce qui, par rapport aux politiques conduites dans les communes, quelle que soit leur taille, est évidemment extrêmement contraignant. Madame la ministre, je vais vous donner la parole pour répondre, bien sûr. Je me prenais à imaginer ce qu'aurait été l'histoire de la République si on avait appliqué la règle du non-renouvellement des mandats au-delà de 3 il y a 150 ans, en éliminant tous les hommes d'État qui ont contribué à la sauvegarde de la France pendant toute cette longue histoire. Je crois que ça serait intéressant de visualiser ce qu'aurait été le Front populaire sans Léon Blum, la République française sans Jacques Chirac, et quelques autres exemples qu'on peut retrouver, notamment celui de Clémenceau ou de Poincaré. Mais c'est bien l'intention du président de la République et heureusement, il n'a pas trop chargé la barque, car le texte que nous examinons ne comporte pas cette mesure dont il faudra rediscuter à un autre moment. Monsieur le sénateur Richard, vous avez évoqué 4 points. La question tout d'abord de la fiscalité et donc de la nécessaire satisfaction des obligations fiscales par les parlementaires. Donc il y a un délai qui est très court, qui est laissé à l'administration fiscale pour opérer ce regard sur la situation fiscale de la personne qui est élue. Et donc il n'a pas été jugé opportun de prévoir un quitus fiscal délivré par l'administration fiscale. Le Conseil d'État d'ailleurs avait lui-même souligné ce point-là. Et donc l'attestation qui sera délivrée par l'administration fiscale ne constitue pas, c'est dans le texte même de la loi, une prise de position formelle de l'administration sur la situation fiscale du parlementaire. C'est une vérification qui est limitée au constat que l'élu a déposé les déclarations d'impôts qu'il devait déposer et qu'il a payé ses dettes fiscales qui sont connues par l'administration à la date de l'élection. Cette attestation fiscale valide une situation donnée à la date de sa délivrance et en l'état des informations dont dispose l'administration fiscale, elle ne condamne ni n'exonère, elle ne préjuge pas de la suite de la procédure. Mais, monsieur le sénateur, si vous pensez qu'il faut clarifier le texte sur un certain nombre de points, on sera évidemment tout à fait à votre écoute sur ce sujet-là. Et j'ai d'ailleurs noté 2-3 éléments qui m'intéressent. Sur la question du Conseil, vous évoquez des situations finalement de conseil à des sociétés qui, bien que n'étant pas prévues dans la liste préexistante, dont vous dites à juste titre qu'elle est assez longue et détaillée, mais effectivement, cette liste pourrait ne pas prévoir des situations de conseil à des sociétés qui deviendraient rapidement importantes par un chiffre d'affaires ou par un déploiement, peut-être dans le cadre de la montée en puissance des start-up de notre pays. Alors, la question que vous posez de savoir s'il faut mentionner un seuil de somme qui pourrait être perçu par le parlementaire et qui pourrait donc déclencher la situation d'incompatibilité, la difficulté que nous pourrions avoir, nous pouvons y réfléchir, mais la difficulté que nous pourrions avoir, c'est éventuellement la question de l'atteinte à la vie privée, me semble-t-il, mais encore une fois, je suis prête à regarder ces questions-là avec vous. Et puis, au fond, la question se pose aussi de savoir si le conflit d'intérêts ne naît pas davantage de la personne auprès de laquelle le Conseil est porté que du montant des sommes perçues. Mais là encore, c'est un sujet qui peut être discuté également avec vous si vous le souhaitez. Vous avez évoqué un 3e point, sur la question de la réserve parlementaire. Alors,
vous citez François Bayrou dans le texte, évoquant ce qu'il avait lui-même, je crois, dit, c'est-à-dire la réorientation vers un fonds d'action territoriale. Il est exact que le projet de loi ne dit rien de précis en ce sens, vous l'avez relevé vous-même, et c'est, je crois, ce qui suscite peut-être votre inquiétude, le projet de loi ne dit rien. Et donc, si vous voulez, à ce stade, je ne peux pas m'engager conformément à ce qu'a dit François Bayrou, puisqu'il y a des hésitations. Je vous dis les choses telles qu'elles sont, entre une affectation soit à un fonds territorialement orienté ou bien à des fonds transversaux autour de politiques plus transversales qui évidemment sont moins liées à vos racines, si je puis dire, mais qui pourraient être la politique pour les handicapés ou je ne sais quelle autre politique publique transversale. Donc très honnêtement, je dois vous dire que les arbitrages de ce point de vue-là ne sont pas encore rendus. Et nos amendements ne sont pas encore rédigés. Exactement, Monsieur le Président. Mais ils viendront certainement. Voilà. Sur le dernier point, Monsieur le Sénateur, je m'abstiendrai sur l'initiative qui doit revenir au gouvernement sur les salaires des parlementaires. Pour le moment, je m'abstiendrai. Monsieur Carucci, Monsieur le Sénateur, vous dites que vous regrettez que ce soit le premier texte, en ce sens que c'est un texte qui porte plutôt sur des interdictions que sur l'engagement que vous relevez. Je vous ai déjà dit à titre personnel, mais nous sommes, je crois, nombreux à penser cela, je sais l'engagement du personnel politique en France. Et je crois que le gouvernement n'a pas du tout pour objectif de nier cet engagement par ce texte de loi. Au contraire. Et je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, si vous m'y autorisez, quand vous dites que ce n'est qu'un texte d'interdiction. Il y en a fait un certain nombre de mesures, notamment sur le financement des partis politiques et des campagnes électorales, qui ne portent pas sur l'interdiction, mais au contraire sur l'incitation. Donc je pense que ce serait une erreur que de considérer que dans sa philosophie et dans ses mesures précises, il y a là uniquement des interdictions. Je ne reviens pas sur la rémunération. Sur l'IRFM, qu'est-ce que je dis sur l'IRFM? En réponse à ce que disait le sénateur sur le modèle anglais. Ah oui, c'est ça, oui. Oui, il est certain que, à l'inverse du modèle anglais, qui je crois repose sur une autorité administrative indépendante, ce n'est pas le choix que nous avons fait pour le moment ici. Et donc ce sera un point qui méritera là aussi d'être discuté avec les assemblées, puisque bon, j'ai conscience évidemment, et là encore le Conseil d'État le souligne aussi dans son avis, de la tâche que cela génère. Bon, mais c'est un point dont nous pourrons débattre ensemble. Merci, Madame le Ministre. Monsieur Daniel Chassaing. Ah oui, pardon. Madame le Ministre, Monsieur le Président, je interviendrai sur une seule chose, vous venez d'en parler, mais je voudrais compléter, c'est la réserve parlementaire. Donc je suis élu, comme pas mal de mes collègues, d'un département rural, et les petites communes ont des petits projets. Et ces subventions d'investissement données par mon collègue et moi-même sont bien sûr totalement transparentes et contrôlées par le ministère, malgré les sommes peu importantes de 3 à 5 000 euros par projet. Elles sont très appréciables et très appréciées par les petites communes. Toutes les communes, quelle que soit leur appartenance politique, sont aidées. Il n'y a aucune opacité ni clientélisme. Mais vous indiquez, Madame le Ministre, dans votre rapport, je cite, « La suppression de la réserve parlementaire permettra de privilégier des modes de financement classiques assurant la gestion des crédits plus conformes à la loi de finances. » Et vous avez indiqué tout à l'heure, dans votre propos, que c'était contraire à un article 40. Donc, en ce qui me concerne, je vous propose de conserver cette réserve parlementaire qui pourrait être mise en place au niveau départemental en additionnant les réserves des sénateurs et des députés, contrôlées
par le préfet et contrôlé par le préfet, avec dans la commission les sénateurs, les députés, pourrait avoir un représentant de l'association des maires et du conseil départemental. Donc ainsi le préfet contrôlerait la mise en place de la loi et la commission, avec les élus, eh bien, sera parfaitement démocratique. Madame le ministre, ne supprimez pas cette réserve parlementaire, elle est très importante pour les petites communes. Je ferai un amendement dans ce sens. Merci, cher collègue. Monsieur Pierre-Yves Collombat. Merci, Monsieur le Président. Je vais essayer de ne pas revenir sur ce qui a été abordé. Nous serions vraiment très heureux de pouvoir entendre la question de Monsieur Collombat. Ça vient, Monsieur le Président. Mais non, mais je ne vous reproche pas de ne pas l'avoir encore posé. Je veux simplement dire qu'on ne l'entend pas parce qu'il y a trop de conversations particulières. Merci. Allez-y, s'il vous plaît. Je voudrais... mon expérience m'a montré que dans un texte, ce qui n'y était pas était souvent plus intéressant que ce qui y était. Vous avez choisi de vous occuper de la morale des parlementaires, des élus en général, etc. Avec un raisonnement d'ailleurs un peu curieux. Vous dites ce sont des gens très bien, sont honnêtes, etc. Et vous en concluez que comme ils sont honnêtes, il faut les traiter comme des délinquants potentiels. C'est quand même un peu curieux. Bon. Mais enfin, on en a vu d'autres. Oui, s'il y a cette défiance, à vérifier d'ailleurs, parce que les sondages sur les élus sont-ils plus ou moins corrompus, c'est un concept un peu bizarre. Alors les Français, paraît-il, trouvent qu'on est plutôt corrompus. Alors bon, je ne sais pas ce que ça veut dire. Bien. Donc, si les Français ont cette défiance, je crois que les explications sont beaucoup plus larges. Ça peut être la concentration des pouvoirs, ça peut être les modes qui fait que finalement, quoi que fassent les élus, il ne se passe rien. Les majorités changent, ça ne vous a pas échappé, c'est toujours la même politique qui est appliquée. Au troisième chiffre après la virgule. Donc peut-être ça peut intervenir. Donc c'est un peu ailleurs, et aussi en particulier, on en a eu une démonstration éclairante pendant ces dernières élections, d'abord présidentielles et ensuite législatives, le poids des médias qui sont majoritairement possédés ou sous influence par des intérêts financiers dans notre beau pays. À tel point que votre prédécesseur, à l'époque où il s'est rallié donc à M. Macron, en avait fait un cheval de bataille, je le cite, pas souvent que je cite M. Bayrou, je refuse que de grands intérêts industriels ou financiers prennent la vie publique en otage, je ne céderai rien sur la séparation de la politique et de l'argent. C'est la déclaration qu'il a faite après la rencontre avec M. Macron. J'ai été plein d'espoir quand j'ai vu ça, mais à voir le texte, qu'est-ce qu'il y a dedans? Rien. Or, c'est l'essentiel. Même au contraire, on en est à un point où l'initiative des lois dans ce pays incombe aux médias. Il n'y a qu'à lire l'étude d'impact. Pratiquement à chaque décision, on vous dit, ah ben oui, il y a eu tel scandale, il y a eu tel ceci, il y a eu tel cela. Bon, depuis 1 an, depuis 2 mois, etc. Moi, j'aurais préféré, je rejoins un peu ce que disait notre collègue Carucci tout à l'heure, qu'on ait quand même une vue un peu plus large sur les choses. Et je terminerai simplement en constatant que les seuls passages du projet qui peut toucher un peu à ces questions, c'est donc la prise en compte ou pas des délits à caractère financier. Il y a une liste des délits donc qui notamment feront qu'on ne pourra pas, on n'est plus éligible. Et je constate qu'il y a un traitement particulier qui est accordé aux délits financiers. Seuls les plus graves
sont pris en compte. Alors, quand on sait ce qu'actuellement est devenu l'application par les tribunaux de la prise illégale d'intérêt, qui relève d'un autre domaine, qui fait que pratiquement, dès qu'il y a un soupçon quelconque, vous êtes bon, éventuellement même sans condamnation, parce que le magistrat dit, ben non, effectivement, vous avez participé à telle délibération, vous n'aurez pas dû y participer, mais ça n'a eu aucune influence, il n'y a pas d'attitude délictuelle, enfin, etc. On est quand même en droit de s'inquiéter, d'autant que sur cette question de la prise illégale d'intérêt, qui concerne directement les élus, le Sénat, par 3 fois, a voté à la majorité, voire parfois à l'unanimité, une modification de la formulation qui le rend un peu moins couperet tel qu'il est actuellement. Donc, moi, j'ai l'intention de reposer la question au moment de la discussion. Mais, Madame le garde des Sceaux, j'attire votre attention sur ce point, car il y a encore une fois un traitement qui est défavorable aux élus, s'agissant donc du type de délits auxquels ils peuvent être confrontés. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Mes chers collègues, nous avons encore 10 orateurs inscrits. Je pense que nous sommes donc contraints d'accélérer un petit peu le rythme de cette audition, si vous le voulez bien. Je vais proposer à Madame la Ministre, si elle en est d'accord, de vous laisser poser vos questions par groupe de 5 au lieu de 3, ce qui accélère aussi un peu les choses. Et si vous réussissez à faire tenir votre question en 2 minutes, vraiment, chronomètre en main, comme vous le faites si bien en séance, je crois que ce serait idéal. Monsieur Michel Raison. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Je vais essayer de tenir en 2 minutes 3 points. Le premier sur le titre de la loi. Rétablir la confiance dans l'action publique, c'est d'une prétention extrême, car si seul ce texte pouvait rétablir la confiance dans l'action publique, ça serait vraiment bien. Donc je vous suggérerais, et on fera certainement des amendements dans ce sens, de remplacer le mot « rétablir » par « concernant » au mieux. Mais vous verrez que ça ne suffira pas. De même d'ailleurs que ça n'éliminera pas ceux qui fautent, parce que vous pouvez faire toutes les lois que vous voulez. Le principe même de la malhonnêteté, c'est de ne pas respecter la loi. Donc, les mandats consécutifs. Les mandats consécutifs, vous mettez dans le même panier les parlementaires et les maires. Ça ne me choque pas qu'on ne puisse pas faire plus de 3 mandats consécutifs en tant que parlementaire. Mais les maires, ce n'est pas du tout la même élection. Lorsqu'un maire ne fait pas bien son travail, vous ne faites pas de souci, il est éliminé à l'élection suivante. C'est vraiment un suffrage très direct, même si c'est de la proportionnelle. Et c'est beaucoup plus difficile de trouver un bon maire et un remplaçant qu'un sénateur ou un député. Regardez tous ceux qui ont postulé pour être députés. C'était assez facile. Lorsque vous faites même une liste aux élections municipales pour remplir la liste, c'est déjà pas si simple que ça. Donc ça, c'est même, je dirais, carrément ridicule. Et lorsqu'on a un bon maire, c'est souvent un sacerdoce, c'est même pas un problème de taille de commune. Nous voilà encore dans les systèmes où le gars qui aura 49 950 habitants, il pourra faire 4 mandats, et celui qui a 50 000,80 habitants, lui, il ne pourra pas en faire. C'est ridicule. Donc ça, il faut absolument qu'on revienne là-dessus. La réserve parlementaire. Je vous rappelle que, comme certains collègues l'ont dit, la transparence s'est nettement améliorée, sauf chez les ministres d'ailleurs, et même le président de la République, qui, eux, n'ont pas respecté cette transparence. C'est pour ça que j'ai 2 questions sur la réserve. Qu'on la distribue plus, nous, ça nous arrangera. C'est pas très pratique. Ceux qui en ont pas sont pas contents, et ceux qui en ont, ils vous disent jamais merci. Donc, de toute façon, ça, c'est pas un problème. Ce qu'on veut surtout, c'est que cette somme du budget du ministère de l'Intérieur continue bien de revenir aux communes, parce qu'après les avoir dépouillées d'un pourcentage important de leur dotation de fonctionnement, l'État va encore en profiter pour leur retirer ces sommes. Et c'est ça que je refuse. Et attention, on parle bien de l'ensemble de ce budget du ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire celui qui concerne les ministres aussi. On ne va pas appliquer une règle pour les parlementaires et pas pour les ministres. Donc je souhaite que cette somme revienne, pas dans une usine à gaz,
que personne ne saura utiliser reviennent de façon concrète aux communes qui en ont besoin. Voilà, j'ai essayé d'être le plus rapide possible, Monsieur le Président. Merci beaucoup, chers collègues. La parole est à Madame la présidente Éliane Assassi. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, pour ma part, je pense que les textes que vous nous présentez sont importants, d'autant que sur un certain nombre de sujets, notre pays accuse un retard important. Cependant, je rejoins pour partie ce qu'a dit Monsieur Colomba sur un certain nombre d'autres sujets qui sont absents de ces textes, tel celui des lobbies. J'ai précisément 2 questions à vous poser, Madame la Ministre. Celle des moyens financiers des candidats et des partis politiques dans le cadre des campagnes électorales me semble très importante au regard du pluralisme. La création d'un médiateur du crédit aux candidats et partis politiques et d'un établissement financier présenté donc comme la banque de la démocratie peut paraître intéressante et opportune. Mais j'ai 2 remarques. Nommé par décret du président de la République le médiateur du crédit, est-ce vraiment une garantie pour l'indépendance de ce dernier? Et est-ce que le contrôle de cette nomination par la commission parlementaire est la garantie de son indépendance vis-à-vis de la politique ou du politique? Deuxième question, s'agissant de la Banque de la démocratie, je dois vous dire que notre première impression est bonne. Mais j'ai lu et relu l'article 12 et j'ai quand même le sentiment aujourd'hui, et vous n'en avez pas beaucoup parlé tout à l'heure dans votre propos liminaire, j'ai quand même le sentiment que les contours de cet établissement sont relativement flous à ce jour. Et donc, j'aimerais profiter de votre présence, Madame la Ministre, pour que vous puissiez nous en dire un peu plus à ce sujet. Je vous remercie et je n'ai pas tenu mes 2 minutes, Monsieur le Président. Vous n'avez pas beaucoup débordé. Je n'ai rien remarqué. Monsieur Hugues Portelli. Merci, Monsieur le Président. Madame la garde des Sceaux, je voudrais vous poser une question qui est relative au 3e volet du projet de loi, celui sur le financement de la vie politique et des partis. Vous savez que les textes successifs qui ont été adoptés en matière de vie politique et de financement depuis 1988 ont tous un point commun, c'est qu'on n'a jamais défini ce qu'était un parti politique. Et d'ailleurs, la loi de mars 88 n'a pas été soumise au contrôle du Conseil constitutionnel. Or, on a assisté ces dernières années à une augmentation considérable du nombre de partis, quand on lit le rapport notamment de la commission des comptes des partis politiques. Les partis augmentent de façon considérable chaque année, et pour l'immense majorité d'entre eux, ce sont des partis fictifs, qui sont des petits partis créés à l'occasion des campagnes. Le candidat garde une partie des sommes qu'il n'a pas dépensées, et ça va finir par alimenter les comptes des grands partis, les vrais partis. Donc de ce côté-là, il y a un vrai vide juridique qui est extrêmement dommageable à la démocratie. Et le second point sur ce sujet, c'est qu'on a retrouvé encore lors de l'élection présidentielle, c'est que les candidats qui bénéficient de l'aide d'un parti politique peuvent se faire financer quasiment à 100% leur campagne par le parti et par les fonds publics. Les partis sont financés sur la base des résultats électoraux, sur la base du nombre de parlementaires, et ils se remplissent en plus leur caisse avec les cotisations des parlementaires qui elles-mêmes viennent de l'argent public du contribuable. Autrement dit, il y a 2 catégories de partis, des vrais, je parle des vrais, ceux qui sont financés intégralement par l'argent public et les autres. Alors est-ce que ce système doit continuer à perdurer? Merci, chers collègues. Madame la Ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Donc, je crois que la première intervention était celle de Monsieur Chassaing à propos notamment de la question de la réserve parlementaire. Je réaffirme sur cette question de la réserve parlementaire que
l'idée de cette mesure, ce n'était pas simplement de ne plus rouvrir les crédits de la réserve parlementaire, ce qui aurait relevé de la loi de finances, mais d'interdire l'ouverture de crédits gérés selon ce mode-là, ce qui relève donc par définition d'un niveau de normes supérieur à la loi de finances, c'est ce que j'ai tenté de vous dire tout à l'heure. Donc, les solutions qui pourraient être envisagées, elles relèvent, me semble-t-il, de la loi de finances, pas de ce texte-ci. Ici, nous fermons et les solutions qui peuvent être trouvées relèvent de la loi de finances et non pas du texte que nous discutons aujourd'hui. Parmi les solutions qui sont envisageables, je l'ai dit tout à l'heure en réponse au sénateur Alain Richard, soit des politiques publiques de nature interministérielle, de nature transversale, soit, comme beaucoup d'entre vous le suggèrent, le redéploiement sur un dispositif qui garantit l'affectation au territoire. Et parmi les hypothèses qui avaient été envisagées, il y a la dotation d'équipement des territoires ruraux et depuis 2017, il y a une gestion qui permet aux parlementaires d'être présents. Donc, il y a plusieurs hypothèses. Mais les arbitrages de... Non ? Pardon ? Quoi ? Qu'est-ce qui n'existe pas ? Monsieur Jean-Pierre Sueur, vous avez la parole. Non, je ne connais pas de dispositif qui permet aux parlementaires d'être officiellement partie prenante dans la définition de la DETR et dans l'affectation. Alors, l'article... On peut écrire au préfet, bien sûr. Cher Jean-Pierre, monsieur le sénateur, l'article 141 de la loi de finances pour 2017 a prévu la présence de parlementaires dans les commissions départementales d'élus locaux chargées de la DETR. Ah oui. Bon, alors. Allez, Madame le garde des Sceaux, poursuivez votre réponse, s'il vous plaît. Nous discuterons... S'il vous plaît, chers collègues. Merci. Bien. Voilà, alors Monsieur Chassaing... Monsieur Chassaing évoque à un moment donné, non, je suis pas sûre que ce soit Monsieur Chassaing, si je crois, le rôle du préfet qui pourrait au niveau départemental réintervenir dans ce domaine-là. Je ne suis pas sûre que ce soit conforme au principe de libre administration des collectivités territoriales, mais là encore, c'est un point qui mérite d'être traité. Monsieur Collombat, vous avez évoqué à nouveau, pour le regretter, si j'ai bien compris le sens de votre propos, que ce soit plutôt une loi fondée sur la morale. Je crois que ce n'est pas vraiment l'objectif de cette loi, c'est plutôt une question éthique qui est ici traitée, une question éthique dont nous sommes tous porteurs les uns et les autres, me semble-t-il. Et par ailleurs, quand vous dites, juste ce point-là, quand vous dites... regretter finalement que nous soyons surtout dans l'interdiction. Il me semble qu'au fond, ce qui nous permet d'agir, c'est le texte même de la Constitution et que la loi ici vient simplement exercer mettre en place un certain nombre de contraintes. Moi, je pense souvent au droit de suffrage. Quand vous regardez le code électoral, il est plein d'interdictions. Et ces interdictions, ces contraintes-là, elles ont un seul objet, de permettre au droit de suffrage de s'exercer pleinement et avec éthique et avec rigueur et avec honnêteté. Donc c'est un petit peu un mécanisme de nature identique que je vois ici. Alors vous avez évoqué la question du contrôle des médias. Il est exact que ce texte n'évoque pas du tout ce sujet. L'objet du texte n'est pas de réguler les médias, mais de traiter des élus et du financement de la vie politique. Donc oui, mais donc c'est pas l'objet du texte, voilà. Et je suis vraiment désolée, Monsieur Collombat, je n'ai pas bien compris votre autre observation. Donc je suis extrêmement confuse de ne pas pouvoir vous apporter une réponse un peu plus précise. Voilà, je vous assure, plus attentive la prochaine fois. Je suis confuse de vous dire cela. Monsieur Raison,
Alors, vous faites une observation sur où est-ce qu'il est, Monsieur Raison, par là-bas. Voilà. Vous faites une observation sur l'intitulé de la loi. J'ai connaissance de ces observations, puisque et le Conseil d'État et le président du Sénat, Monsieur Larcher, l'avaient déjà porté devant moi. Bon, je crois que la volonté du gouvernement est tout de même assez forte de montrer qu'il y a un signe et donc de garder le terme rétablissement. Mais bon, nous en rediscuterons aussi. Vous évoquez la question des mandats consécutifs. C'est un débat auquel je ne veux pas me livrer ici, avec la distinction que vous souhaitiez opérer entre les maires et les parlementaires, si je vous ai bien suivi. Ce n'est pas un débat auquel je souhaite me livrer ici, puisque je pense que ça relève de la loi constitutionnelle et pas du texte que nous avons à aborder aujourd'hui. Peut-être n'aurais-je pas dû moi-même d'ailleurs parler de cela. Et enfin, vous évoquez les réserves parlementaires. Je crois que j'ai répondu en répondant à Monsieur Chassaing. Madame Assassi, alors, vous faites valoir que le texte, finalement, ne permet peut-être pas de contrôler les lobbies de manière assez... enfin, de contrôler, pardon, l'influence des lobbies de manière assez puissante. Je ne suis pas sûre, en tout cas, de l'ensemble des dispositions qui ont été prises pour porter remède au conflit d'intérêts avaient cet objet. Alors, je ne sais pas s'il faut que nous soyons plus précis ou mieux argumentés. C'est un point également sur lequel nous reviendrons, mais a priori, je n'avais pas tout à fait votre approche. Je vous rappelle également que la loi Sapin II était déjà intervenue sur ce sujet et donc qu'il y a là désormais un ensemble un arsenal législatif qui me semble assez complémentaire. Vous évoquez la question du médiateur du crédit en vous posant la question de savoir s'il a suffisamment de garanties d'indépendance. Alors, il me semble tout de même que le passage par l'alinéa 5 de l'article 13 de notre Constitution, donc le passage devant les commissions parlementaires, c'est tout de même une garantie qui me semble intéressante et que par ailleurs, le texte qu'on vous propose prévoit des garanties qui sont à peu près équivalentes à celles d'une autorité administrative, donc l'avis des commissions dont je viens de vous parler à l'instant, et puis un mandat de 6 ans non renouvelable avec un budget et une équipe dédiée. Bon, là encore, si vous pensez que ce n'est pas assez, nous verrons. Sur la Banque de la démocratie. Alors, c'est vrai que nous ne sommes qu'au stade d'une loi d'habilitation dans le document qui vous est présenté. Je crois que sur cette Banque de la démocratie, les modalités de mise en place de ce mécanisme de financement, il me semble vous l'avoir précisé dans mon propos, ne sont pas complètement abouties au moment où nous parlons. C'est la raison pour laquelle je parlais de la mise en place d'une mission d'inspection IGA-IGF qui permettrait de définir à la fois d'identifier les causes des difficultés du financement pour estimer les montants en jeu, évaluer l'impact éventuel des règles de financement sur l'ensemble des crédits qui seraient nécessaires. Également, l'objet de cette mission d'inspection serait d'examiner les modalités de création de la Banque de la démocratie, et je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs hypothèses qui sont envisagées. Est-ce que c'est une structure dotée de la personnalité morale, d'un rattachement à la Caisse des dépôts? Quel choix en termes de gouvernance? Est-ce qu'il faut s'en tenir à un mécanisme de type fonds de garantie, à un mécanisme de financement particulier? Toutes ces options-là sont sur la table, et l'idée, c'est que cette mission IGA-IGF nous permette d'y voir un petit peu plus clair, sauf si vous avez vous-même déjà des souhaits plus précis sur ce sujet. Voilà. Et enfin, pour le sénateur Portelli, je crois que votre absence de définition du parti politique est un point nodal et un point réel, c'est-à-dire qu'il y a des évolutions qui ne sont pas retracées dans les textes, ni dans la Constitution qui fixe un objectif au parti politique, ni même dans les lois ultérieures. Pour autant, si c'est les micro-partis que vous visez, l'argent qui vient des micro-partis est bien retracé
c'est dans les comptes des campagnes qui en bénéficient, donc ce n'est pas complètement occulte. Et par ailleurs, la loi qui vous est soumise renforce les sanctions qui sont liées à la non-divulgation des informations à la commission des comptes de campagne, car il me semble que le problème n'est pas seulement dans une question de transparence, mais dans l'effectivité réelle de ce texte, dans ce qui est réellement améliorable. Cela étant dit, je veux bien là aussi rediscuter de cette question avec vous. Voilà donc pour l'audition de Nicole Belloubet, la nouvelle ministre de la Justice devant la commission des lois. Le garde des Sceaux était auditionné sur le projet de loi rétablissant la confiance dans l'action publique. C'est en fait le fameux texte de moralisation de la vie politique. Vous pouvez bien sûr revoir ce programme sur notre site internet publicsénat.fr.